suite. Tout de suite. Elles sont là. Elles arrivent. Elles se précipitent. Les années 60. D'habitude, je suis là pour jouer, mais là, je joue plus. J'ai du cholestérol. Il faut le réduire et c'est pas facile tous les jours. Eh oui. Pour m'aider à faire baisser mon cholestérol, la recherche Danone m'a proposé d'essayer le nouveau Danacol. On va bien voir si ça marche. Le nouveau Danacol de Danone est enrichi en stérols végétaux qui aident à faire baisser votre cholestérol dans le cadre d'un régime adapté. C'est scientifiquement prouvé. Trop de cholestérol, essayez Danacol de Danone. Allez, Danacol et moi, c'est parti. Danone. Maïzena, jamais à court d'idées. Lundi, quelques légumes. Juste quelques légumes, et voilà. Mardi, souffle au fromage. Un peu de fromage râpé et le tour est joué. Mercredi, fougasse au lardon. Juste quelques lardons, c'est bon. Et jeudi? Cake, soufflé, fougasse, maïzena de Knorr, j'adore. Palermo, Pamela, c'est sans alcool. Pamela, qu'est-ce que Palermo a de plus que moi? Du caractère, Paolo. Palermo, sans alcool, pas sans caractère. McDonald's fête le lancement de la nouvelle bibliothèque musicale en ligne de Sony. Connect-europe.com. Plus de 5 millions de titres à gagner grâce au code sur les boîtes de Big Mac Plus. Et Big Mac Plus pour l'occasion, c'est aussi un Big Mac en plus grand pour plus de plaisir. Je vais vous donner un bon truc pour faire fondre les garçons. Fondant tout chocolat Alsa. Même mon père ne résiste pas. Fondant tout chocolat Alsa. Le cholestérol, pour le réduire efficacement, vous connaissez la margarine Proactive. Découvrez les nouveaux Proactive, au rayon yaourt, au rayon lait, et c'est scientifiquement prouvé. Où est-ce qu'il est, ce bataillon? La faim, le froid, le manque de munitions. Il nous faut de la morphine, des bandages, tout ce que vous trouvez. On est à court de tout. L'hiver des Ardennes épuisait leurs forces. Seigneur, veuille à ce qu'il y ait toujours quelqu'un qui me console, et que je console, qui m'aime et que j'aime de tout mon cœur. Du chocolat, c'est pour vous. Band of Brothers. Frères d'armes. Retrouvez les héros de la liberté demain soir sur France 2. Signé Cat Size dans l'été des zouzous, du lundi au vendredi à 17h45. Et c'est sur France 5. Ah, les nôtres, ils sont toujours fourrés dehors. Et puis ça n'a pas d'heure. Ils n'en font qu'à leur tête. Ça court à droite, ça court à gauche. Je peux pas toujours être derrière. Et vous acceptez ça? Ça a toujours été comme ça, Aloué. Regardez-les. Pas de barrière. C'est ça la liberté. C'est pour ça qu'elles font de bons œufs, nos poules. Fermier de Loué, nous partageons les mêmes idées. Sans protection, l'arbre pourrait s'abîmer. De même pour vos dents, lorsque la gencive se rétracte, les collets dentaires peuvent être mis à nu et exposés aux attaques extérieures. La dent devient sensible et des caries peuvent apparaître au niveau du collet. Chaque jour, grâce au fluor d'aminola-fluor et à sa faible abrasivité, Elmex Sensitive favorise la prévention des caries du collet, aide à soulager l'hypersensibilité dentaire, nettoie les dents en douceur. Elmex Sensitive, un dentifrice pour les dents sensibles. Qu'est-ce qu'elle fait? La mousse? Ça, je le sais, mais comment? Son secret, ce sont ces fameuses marbrures de chocolat fondu qu'elle rajoute dans sa mousse délicate et onctueuse. Nouveau secret de mousse de la laitière de Nestlé.
Welcome, Mr. Longy. Mr. Lango? Mr. Lango? Mr. Lango? Welcome, Mr. Liglou. Nous vous attendions, monsieur Langlois. Avec HSBC, le CCF est votre banque partout dans le monde. N'est-ce pas, monsieur Langlois? Ma devise en cuisine, étonné. Étonnant alors. Dans sa minéralité équilibrée, Tonon transmet toutes les richesses de ma montagne. Tonon, généreuse par nature. Étonnante aussi les petites tonons aromatisées. Le cholestérol? Pour le réduire efficacement, vous connaissez la margarine Proactive. Découvrez les nouveaux Proactive, au rayon yaourt, au rayon lait, et c'est scientifiquement prouvé. Pour regarder le premier cosmonaute soviétique Yuri Gagarin tourner autour de la Terre. En Europe, Berlin est coupé par un mur et aux États-Unis, John Fitzgerald Kennedy est élu président. Le paquebot France est sorti des chantiers de Saint-Nazaire. Nous sommes fiers. De Gaulle, en France, est élu président avec une large majorité. Pour lui, l'Algérie restera française. De Dunkerque à Tamanrasset, la France semble presque insouciante. Et pourtant, à Alger, les pieds noirs dressent les premières barricades. Et en métropole, le logement est en crise. Et on commence à employer un mot presque nouveau, chômage. L'opérette est passée de mode. Bye bye Mariano. La variété française est sous perfusion. Les petits nouveaux du rock et du twist font la loi sur les nouvelles radios. D'ailleurs, les jeunes écoutent Salut les copains, c'est dans le transistor et sur Europe 1. Les chansons américaines sont en anglais et les copains chantent en phonétique. What you do, what... Et ça, c'est du yaourt. C'est du yogourt. Ah, pardon. Donc, bienvenue en 1962, et selon la formule consacrée, toute similitude avec des événements présents est indépendante de notre volonté. On y va. Oh, une dauphine. Évidemment, une dauphine. La voiture de la joie de vivre, Dauphine 62. Asseyez-vous, essayez-la. Dauphine 62, super confortable. La route qui va vers toi. Elle file, cette route-là. Les voitures, pas n'importe laquelle, bien entendu, agitent beaucoup les esprits. C'est parce que moi j'adore les voitures. Une voiture exceptionnelle, une Ford Vedette décapotable. Je n'ai jamais eu de Ferrari, je n'ai jamais eu de voiture de sport individuelle. J'ai toujours eu des voitures pour emmener les musiciens. Moi j'ai toujours privilégié la vie collective. Donc la seule voiture de luxe que j'ai eue à cette époque-là, c'était une Jaguar, mais j'emmenais mes musiciens avec. Et regarde un peu, cette voiture, on la dirait vraiment faite pour moi. Il doit faire pour rouler avec ça. Et la chose que je pense, c'est putain l'essence. Je perds subitement l'envie de me la payer. Ah mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette voiture-là, mon vieux, elle est terrible. Johnny Hallyday a 20 ans. Et à 20 ans, il est déjà comblé. Cette Ferrari n'est même pas un cadeau d'anniversaire. Il se l'est acheté il y a près d'un an avec ses cachets. Et puis cet amour qui te manque. Oui, ne t'en manquez pas, oublie tous tes ennuis. Un autre amour va commencer. Et demain tout sera changé. 27 sur une 2 chevaux. On pourrait resservir le très vieux mot d'un homme d'esprit qui, devant cette cohue, aurait évoqué la liberté de la presse. Tout le monde se réveille là. Bizarrement, il y a un marché, il y a un vivier, il y a une cible, comme disent les publicitaires, et tout le monde se dit, mais finalement, c'est pas mal, les jeunes, c'est un vrai marché. Et comme on s'aperçoit que c'est un marché qui est grandissant, puisque ce sont les baby boomers, ce sont les enfants de l'après-guerre, c'est-à-dire nous.
on n'a pas l'air comme ça, mais c'est pourtant nous, eh bien, ce marché-là va devenir consommateur. Et Dieu sait si on en a des choses à leur fourguer. Au salon, Tintin et le professeur Tournesol, avec un pendule bien sûr, car pour se diriger dans cette cohue. Et c'est ainsi que Tintin a pu découvrir chez Peugeot un nouveau modèle de grand luxe, le cabriolet qui complète la gamme 403 et 404. Quant au professeur Tournesol, il s'est plutôt intéressé au moteur à injection qui équipe le dit cabriolet. Ça ne marche plus. Elle le sait bien, tellement bien. Ma nouvelle voiture, elle marche bien, tellement bien. Ma nouvelle voiture, je l'ai reçue ce matin. Je vais la rôder de mon mieux pour qu'elle marche encore mieux. Partant du fait qu'il y a de plus en plus de femmes qui conduisent, notre confrère, le journal Elle, en a tiré deux conclusions. Primo, la mode doit tenir compte du facteur automobile. Secondo, la voiture doit se féminiser. Grâce à l'auto, l'émancipation féminine s'est étendue au domaine des loisirs. À la belle saison, madame motorisée se passe fort bien de monsieur pour ses parties de campagne. Mais alors, l'absence de chevalier servant à ses ordres lui impose une aisance de mouvement, une allure libre, dégagée, sportive, qui n'exclut pas forcément la fantaisie. Cela dit, mesdames, vive la liberté. Vive les vacances. Mais oui, des vacances tellement heureuses grâce à ce fidèle compagnon, le portatif Philips à transistor. Philips à transistor vous fera connaître tant de joie en vacances. Le transistor, c'était pour la première fois, pour les enfants, la possibilité d'avoir une liberté. Les parents, eux, écoutaient la radio ou la musique dans un gros meuble en bois qu'ils avaient dans le salon. Et les enfants, eux, ils pouvaient écouter la radio où ils voulaient, si possible dans leur chambre. Donc c'était la liberté, on venait plus leur dire « faut que t'écoutes Yves Turner ». Ils pouvaient écouter les Chaussettes Noires, Eddie Mitchell ou Johnny Hallyday. Le poste à transistor est à l'honneur car le goût de la musique ravage les foules. De là la fortune des jukebox qui débitent en tranches du rock'n'roll à volonté. Il y avait ce transistor qu'on pouvait mettre autour de son poignet, par exemple pour aller à la plage. Alors vous aviez le transistor, je sais pas, non j'ai pas de pile dedans, et vous pouviez aller à la plage et avoir la radio en permanence. C'était une façon d'être en permanence connecté à l'actualité. Et on l'a vu en 68, l'importance des transistors et l'importance de la mobilité de toutes ces choses. Et bien tout ça, ça a pu se faire grâce à la société de consommation, grâce au plastique et grâce au fait que tout ça était très bon marché, disponible partout, autant qu'on voulait. Et finalement, c'était assez rigolo. Sylvie, qu'est-ce que vous avez offert pour l'anniversaire de Janine ? Eh bien, moi j'ai offert un magnétophone portatif. Si je chante, c'est pour toi, oui pour toi, ne pas tu m'oublieras, tu oublieras tes larmes. Là, objet éminemment mythique, le Tépaz. C'est-à-dire un objet qui vous permettait d'aller dans des surprises parties en emmenant votre propre tourne-disque à pile, s'il vous plaît, qui avait un petit haut-parleur pour faire de la musique de sauvage, donc, et pour pouvoir écouter Johnny Hallyday ou Françoise Hardy. Ne rapproche pas, laisse-moi te parler, ne rapproche pas. J'ai téléphoné bellement chez toi depuis un long moment, j'ai eu peur que tu ne rentres pas, Le téléphone est un besoin comme la nourriture et la pensée. Il faut compter, dit-on, 1 heure de téléphone par jour. Allô mademoiselle, maillot 3837. J'ai votre numéro qui chante dans ma tête. Je viens de me le procurer. Par quel moyen, c'est un secret. J'aimerais ce soir vous emmener danser. La prouesse, homologuée à Birmingham par une jeunesse hautement sportive qui avait réussi à comprimer 17 étudiants dans une cabine téléphonique, a déclenché chez les jeunes du monde entier un nouveau jeu. Paris n'est naturellement pas resté à la traîne, ajoutant à ce jeu la règle du départ au sifflet. Cette génération aime le contact. Des pieds à la tête. Pchit, Jean-Paul. Merci Virginie. Donne-moi alors. Bonbon, pchit.
Comme on t'aime, entre des versions. Et lorsque Jean-Paul et Virginie sont au cinéma... Formidable, les Indiens. Oui, mais assez maladroit. Ils retrouvent à l'entracte... Vous le reconnaîtrez facilement. L'étui, c'est lui. On était obsédés de l'Amérique. Et ça se voyait bien dans le journal et dans les photos. Alors forcément, eux, ça les faisait rêver, les enfants, les jeunes gens en France profonde. Forcément, puisque c'était l'avenir. Parce qu'à l'époque, c'était l'avenir. Aujourd'hui, l'Amérique, c'est un rêve de vieux et c'est un vieux rêve. Bon, donc, c'est pas pareil. Tandis qu'à l'époque, c'était l'avenir. C'était l'intouchable. Il y avait quand même une distance entre ce qui se faisait là-bas et ce qui se fait ici, qui était hallucinante. Je me souviens, j'ai acheté des disques américains chez Lido Music. Hein, et j'ouvrais avec l'ongle et je plongeais mon nez dans la pochette pour respirer l'air de là-bas. Depuis qu'un jour tu m'as quitté, à toi je pense sans arrêt. J'ai beau me dire jour après jour que je ne crois plus à ton amour. C'est nous-mêmes qui avons été les artisans en France de l'invasion anglo-saxonne. Parce que quand Daniel Philippe Paquet et Franck Thénault ont créé Salut les copains, et quand on nous invitait, au lieu de dire « mais j'aime beaucoup le dernier disque de Johnny Hallyday » ou j'aime beaucoup le dernier Bachung, première époque, ou j'aime beaucoup Françoise Hardy, enfin je sais pas, j'en passe et des meilleurs, ben nous qu'est-ce qu'on disait? On dit, ah non, moi ce que j'aime c'est Gene Vincent, c'est Jerry Lee Lewis, c'est Elvis Presley, c'est Little Richard, c'est Chuck Berry, c'est les Rolling Stones, c'est les Beatles. Je vais vite dans le temps, mais en gros c'était ça, pendant toute la période. Donc quelque part on a fait découvrir aux Français les gens qui étaient notre saint nourricier, quoi. The cost of freedom is always high, but Americans have always paid it. And one path we shall never choose, and that is the path of surrender. Fidel Castro ressentit comme une écharde intolérable l'occupation par les Américains de la base cubaine de Guantanamo. L'incident était imminent. Il allait éclater comme une bombe à la suite d'une série de vols de reconnaissance effectués sur Cuba par des avions américains. Les photographies avaient révélé, selon le département de la Défense, l'existence de 8 à 10 bases de lancement de missiles soviétiques. Le blocus de l'île était aussitôt mis en vigueur pour interdire toute livraison d'armes offensives à Cuba. À La Havane, dès l'annonce du blocus, la mobilisation générale était décrétée. Et il apparaissait bien, au fur et à mesure que les heures s'écoulaient, que cette éventualité put être l'amorce d'une troisième guerre mondiale. Le monde était bien parvenu au bord de l'abîme. Une erreur d'appréciation, un bouton pressé trop tôt, et ce pouvait être le déclenchement du conflit atomique. Il fallut cependant, pour que le monde recommençât à respirer, l'annonce par Khrouchtchev du démantèlement des bases cubaines et la réponse de Kennedy. Mais la paix vient de remporter dans les Caraïbes une incontestable victoire que l'on souhaite voir demain se consolider. L'assassinat de Kennedy, c'est un peu comme le premier pas de l'homme sur la Lune. Tous ceux qui en ont été contemporains se souviennent de l'instant précis où ils ont appris la nouvelle. Pour moi, comme pour mes camarades du centre de formation des journalistes à Paris, ce vendredi 22 novembre 1963 au soir, eh bien nous sommes en classe. Il y a en gros parmi nous 2 générations d'aspirants journalistes de 18 à 35 ans. Et puis, peu avant 20h, Philippe Vianney, le patron de l'école, rentre brusquement dans la salle et nous annonce, bouleversé, on a tiré sur Kennedy à Dallas. Le président américain est dans un état très grave. Dans les minutes qui suivent, en dialoguant avec Vianney, ce grand résistant, ce grand patron de presse, nous refusons comme lui l'idée qu'on pouvait attaquer ce monde nouveau, tout juste sorti de la guerre. Et puis Philippe Vianney quitte la salle pour revenir quelques minutes plus tard et il nous annonce la mort de Kennedy qui a succombé à ses blessures. Vianney est en larmes, nous aussi. Dans une rue de Dallas, la tragédie se prépare. Du haut d'un immeuble, un assassin repère dans sa lunette de visée la tête du président. Et soudain, tout se passe dans cette rue de Dallas, comme si la foudre venait de tomber du ciel. Une demi-heure après les coups de feu, on apprendra la mort du président. Et ce sera dans la foule dispersée qui vient d'être le témoin de l'attentat, une immense douleur, succédant à la stupeur des premières minutes. D'abord, Kennedy, c'était une star.
C'est non seulement un président, le président actuel, c'est pas une star, c'est un président. Il fait ce qu'il peut, mais c'est un président. Bon. Et si vous voulez, moi j'allais beaucoup déjà aux États-Unis, j'y étais beaucoup allé, j'avais fait des stages d'édition musicale, j'avais vécu seul pendant 6 mois à New York, et j'avais déjà une opinion que j'ai toujours, c'est que les Américains ont des gens absolument somptueux dans leur population. Ils ont des gens comme Kennedy, comme Clinton, comme des hommes politiques extraordinaires. Et dans notre métier à nous, des génies, enfin, que ce soit Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin, Harold Warren, bon, Burt Bacharach plus tard, il y a des gens... Et puis à côté de ça, c'est des balourds. Enfin, je veux dire, l'Américain moyen, ils sont balourds, ils croient... Bon, ils le prouvent actuellement. Ils savent ils connaissent tout, ils savent tout mieux que tout le monde, et ils s'embarquent dans des histoires terribles. Alors, l'assassinat d'un type comme ça, forcément, ça vous donne un coup de blues extraordinaire. Enfin, comment c'est possible? Comment est-ce qu'on peut... Dans un pays comme ça, parce que vous n'avez peut-être pas connu ça, mais... Quand on arrivait aux États-Unis, la première chose qu'on vous faisait faire à la douane et à la police en arrivant à New York ou à Los Angeles, on vous faisait jurer sur la Bible que vous ne veniez pas pour assassiner le président. La minute de silence observée par l'Assemblée générale des Nations unies, avec une unanimité sans exemple, n'est que l'écho silencieux d'une émotion qui s'est emparée du monde entier. À l'époque, en France, il n'y a qu'une chaîne de télé en noir et blanc. Je ne sais pas vous, mais chez moi, on n'a pas encore la télé. L'assassinat de Kennedy, dont les images ont été, dirait-on aujourd'hui, diffusées en boucle, a déjà créé une véritable frontière entre ceux qui ont vu et ceux qui n'étaient pas encore équipés. Alors, quand nos voisins nous ont appelés pour nous montrer les images diffusées quasiment en direct de l'assassinat de Lee Harvey Oswald par Jack Ruby, alors là, mes parents ont dit, on ne peut plus se passer de la télé. Je ne peux pas vous faire de nouvelles, mais lorsque le twist est arrivé, ce fut un vrai raz-de-marée. Personne n'a cru que ça durerait. Rien ne peut rivaliser avec le twist excepté le Holly-Golly, car il faut bien que l'on comprenne que si l'on veut que le succès vienne, une musique doit être rythmée, assez et pour pouvoir se danser. Le Holly-Golly que tu as vu en Scopitone, le metteur en scène était Claude Lelouch. Rien ne peut rivaliser avec le twist excepté. Quoi? Le Holly-Golly. Aujourd'hui, les modèles des magazines et des magasins inspirent les bables. On les appelle les louloutes. Âge 15-16 ans, lieu d'origine et ligne de parcours, les quartiers chics. Mais qu'est-ce qu'une louloute? Je pense qu'une louloute, c'est un terme pour définir toutes les jeunes filles actuelles, toutes les jeunes filles modernes, ce qu'on appelle un peu les yéyés. Et puis, il fallait bien donner un style à la jeunesse, alors tout le monde l'a adopté le même. Vous avez un style de chanson préféré? Oh oui. Quel genre? Le yéyé, bien sûr. Parce que c'est la mode de maintenant, la plupart aiment beaucoup, il y a du rythme. Vous suivez la mode? Oui, oui. Vous aimez les yéyés parce que les autres copains aiment le yéyé? Oui, oui. Il n'y avait pas que les yéyés, il y avait Jamais on a vu autant d'auteurs-compositeurs, jamais. Jamais on a vu autant de chanteurs comiques, jamais on a vu d'autant de crooners. Donc il y avait une espèce d'explosion musicale tous azimuts, pas uniquement les rockers et les yéyés. Et il y a eu Pierre Perret, il y a eu Harry Salvador, il y a eu Sacha Distel, il y a eu Claude. Tous ces gens-là n'étaient pas des yéyés. Jacques Brel, je crois pas que c'était un yéyé, en tout cas. La période yéyé, c'est Claude François, c'est Franck Alamo, c'est Sheila, c'est tous ces gens-là. Hein. La première, deuxième génération. Elvis est rentré de l'armée. Le rock'n'roll est mort, donc le vrai rock'n'roll, celui qui avait bercé ma jeunesse. Donc maintenant, je me considère, moi, aujourd'hui, comme un chanteur de bonne variété, j'espère. Mais le rock pur et dur tel qu'on l'imagine, j'en fais plus depuis longtemps. C'est qu'au bout de cette période de yéyé, qui a duré quand même quelques années, ce qu'il y a de meilleur des yéyés est resté. C'est-à-dire Sylvie, Johnny, Dick Rivers, Dutronc, Sheila, Eddie Mitchell. Je peux pas l'oublier, j'adore la manière dont ils chantent. Ils sont restés, et ils sont venus dans notre camp. Ils ont enfin fait de la scène, ils ont prouvé qu'ils ne savaient pas que chanter sur un disque. Quoi? Vous les copains, je ne vous oublierai jamais.
Toute la vie, nous serons toujours des amis. Tous ensemble, on est bien. Tous ensemble, on est bien, car on suit le même chemin. Quand on se voit, on se tutoie gentiment. On est sincère, on chante et on danse tout le temps. Aujourd'hui et demain, on se tiendra par la main. Salut les copains. Salut les copains. J'écoute toutes les émissions de Salut les copains. Vous avez un transistor? J'ai un transistor et un électrophone, oui. Et vous lisez Salut les copains? Oui, je sais, les copains. Il y avait un marché publicitaire qui était explosant. Salut les copains, l'émission et le journal, brusquement, premier journal qui s'adresse à des moins de 18 ans, qui vend 1 million de copies tous les mois. Attendez, 1 million de copies à 10 francs, vous n'avez qu'à faire le calcul, tout le monde se réveille là. On faisait pas des choses pour les jeunes comme si on se penchait. Nous, on se penchait pas. D'abord parce qu'on était jeunes, parce que ça aussi c'est extraordinaire. C'est de penser que la plupart des gens qui travaillaient avec Daniel Philippaki à faire Salut les copains, la moyenne d'âge c'était entre 19 et 25 quand même. C'est là où il a été très très fort Philippaki. Je me souviens très bien de la phrase qu'il m'a dit quand on a commencé le journal. Il m'a dit: écoute, c'est pas compliqué, tout ce que je te demande, tes photos doivent déplaire aux parents. Mais Daniel avait été approché par l'Église catholique française, qui lui avait dit: monsieur, vous avez une telle influence sur les jeunes et une telle importance auprès des jeunes, comme tous ces chanteurs que vous connaissez très bien ont des succès énormes mais qu'ils adaptent des chansons américaines, est-ce que vous ne pourriez pas leur conseiller tel et tel auteur qui apporterait la bonne parole du Christ dans leurs chansons? C'est-à-dire qu'il était tellement obnubilé par le succès qu'il pensait que Claude François allait chanter oh oui, mon Seigneur, je crois en toi, enfin, sur la musique de Belle Belle Belle. Tous mes copains, quand je les vois passer, tous mes copains sont à moi. Tous mes copains, je les ai embrassés. Tous mes copains m'aiment bien. Oui, c'est très important, oui, ça occupe une grande place. Chez moi, oui. Oui, il me semble que je me sentirais seul si j'en avais pas. On a besoin de les retrouver, de discuter, quoi, de se libérer de, je sais pas moi, du sérieux de la semaine. On a besoin de se vider, quoi, de dire, je sais pas moi, de dire merde quand on a envie de le dire, quand on est entre copains, quoi. Tous mes copains. C'est quelqu'un de son âge que l'on connaît beaucoup et avec qui on aime bien discuter, danser, sortir. S'en vont main dans la main. Copine, c'est différent. Copine, c'est une personne de votre âge, avec qui vous aimez vous trouver en compagnie, qui a les mêmes goûts que vous, les mêmes idées, et que vous aimez bien fréquenter. Tous mes copains sont partis. Il y avait deux clans. Philippaki, je ne peux pas dire ça, mais il y avait comme une certaine rivalité avec Lucien Maurice. Si on veut vraiment prendre. Lucien Maurice était le directeur d'Europe numéro 1, celui qui avait lancé Dalida. Bon, et Dalida c'était Europe, et Europe numéro 1 c'était Dalida, parce qu'ils sont pratiquement à quelques années, ils ont grandi ensemble. Alors, ils étaient indissociables, et quelque part, quand il est arrivé alors Philippaki, qui a créé cette émission, bon, lui, il est sorti avec les yéyés parce que comme Lucien était sorti avec Dalida, lui, il est sorti avec les yéyés. Donc, quand on ce vent qui tournait, qui amenait quelque chose de nouveau, qui allait vraiment... ça a été un ouragan. Les yéyés, pendant une époque, pendant 3 ans, ils ont fait peur vraiment à tout le monde. Il y a plein de vedettes qui se sont noyées, qui ne sont jamais plus remis. Je regrettais déjà, à l'époque, de ne pas pouvoir passer à Salut les copains. Malgré cela, on a fait notre chemin, on a fait notre parcours. Malgré cela. Et on continue à faire notre parcours, malgré cette sorte d'exclusion. C'est pas la couleur de la radio, tout ça, ça veut dire quoi? C'est du racisme artistique. Serge Gainsbourg, il y a de grands auteurs de chansons actuellement qui sont très inquiets. Les uns se disent « je suis perdu, je suis fini ». Les autres disent « il faut que je me conforme, il faut que j'écrive des chansons, que je chante des chansons nouvelle vague ». Qu'est-ce que vous pensez d'abord de la nouvelle vague, du mode de chanson nouvelle vague? La nouvelle vague, je dirais d'abord que c'est moi.
je ne tiens pas à mettre des Y dans mon pseudonyme. Et je pense que les dents de lait tombent vite, les dents de sagesse poussent douloureusement. Seulement si ces jeunes gens, ça leur permet, parce qu'il s'agit de pas mal de fric là-dedans, si ça leur permet de s'acheter des tombereaux de sucettes ou même des usines de sucettes, c'est pas mal. Mais ça me dérange pas. Je pratique un autre métier, ça c'est la chanson américaine. Chanson américaine sous-titrée. Bon, alors vous dites que c'est un autre métier. Un autre métier. Quel est alors le vôtre? Ou plutôt, comment le concevez-vous maintenant? Quels sont les thèmes? Moi, c'est la chanson française. La chanson française n'est pas morte. Elle doit aller de l'avant et ne pas être à la remorque de l'Amérique. Et prendre des thèmes modernes. Il faut chanter le béton, les tracteurs, le téléphone, l'ascenseur. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. La vie moderne, il y a tout un langage à inventer. Un langage autant musical que de mots. Tout un monde à créer, tout est à faire. La chanson française est à faire actuellement. Monsieur, s'il vous plaît, je vais être en retard au lycée. Faites comme les copains, prenez le métropolitain. Monsieur, je vous en prie, je n'arrive pas à avoir un taxi. Bon, allez, montez, prenons le chemin des écoliers. Et vous prendrez bien une petite tasse d'anxiété avant de vous rendre au lycée. Elles ont des gestes et un vocabulaire rituel qui les isolent et les confondent. Pour se distraire, elles vont, elles viennent, elles pensent au flirt. Le flirt, c'est flirter comme ça à droite et à gauche. Elles vont de café en café, de boîte en boîte, avec les garçons tout autour de l'étoile. Pratiquement pour moi, c'est rien le flirt. Un passe-temps tout au plus. Oui. Vous avez des tas de flirts en même temps? Oh oui, mais ça, ce n'est pas gênant. D'ailleurs, les filles du golf le comprennent très très bien. Elles ne sont pas sérieuses? Non, pas du tout. Elles auraient tort d'ailleurs. Mais tu sais que tu mens. Mais tu sais que tu mens. Tu mens. Oui, 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 oui. Et toute ta vie en long pleurait dans l'ombre où nos cœurs se parlaient. Notre amour était si grand que tout le ciel tenait dedans. Dites-moi, quelles sont les qualités d'un bon copain? Il doit être d'abord très franc. Il doit être franc. Oui. Oui. Quand il a quelque chose à vous dire, je pense qu'il doit vous le dire franchement et ne pas le dire à quelqu'un d'autre pour qu'il vous le répète ou quoi que ce soit. Je voudrais tant me marier. À cela je reste muet. Mais pour ne pas la faire pleurer, la bouche fermée. On s'est tous mariés trop jeunes. Tous, pour fuir le cocon familial. On avait quand même hérité des choses comme un beau mariage, un bon mariage, une dot, un trousseau. Un beau mariage, c'était une fille qui avait... Les parents avaient des moyens, qu'elle a mené à l'homme, qui avait une bonne situation. C'était ça qu'on nous avait inculqué. Paris a failli connaître une journée d'émeute. Bagarre rose, révolution fleur bleue. Il s'agissait seulement du... J'ai une idée. Oui, allez-y. Est-ce qu'on peut parler de mariage? Oh non, ni de mariage ni de fiançailles. Ça, c'est des... Copains. Oui.
Megève était en blanc pour le mariage de Francine Bréau et de Sacha Distel. Un mariage auquel Sacha ne pensait sûrement pas lorsqu'il composa cette chanson. Les célibataires sont bien malheureux. Les célibataires, il faut prier pour eux. Est-ce que vous voulez vous marier? Enfin, par principe, c'est une question bizarre parce que... je sais pas quoi vous répondre. Parce que... est-ce que j'aimerais me marier? Enfin... Il faudrait connaître quelqu'un. Je pourrais peut-être avoir envie de me marier avec quelqu'un, mais vouloir me marier pour me marier, non. Mais je pourrais très bien avoir envie de me marier avec quelqu'un. Et pour l'instant, vous ne connaissez personne? Ça ne regarde personne. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Paris. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Voulez-vous vous asseoir? Descendez, descendez en l'envoyant. C'est assez pour ce soir. Si vous restez debout, vous allez vous casser le cou. Mais la demoiselle sur sa balançoire riait, riait et montait de plus belle. Oh, elle était belle et l'on pouvait voir ses jambes blanches sous son jupon noir. J'aime les chansons tristes. Ça veut dire que vous êtes triste? Non. Il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'au contraire, je suis très gaie. Pourquoi vous étiez timide? Oh oui, je le suis toujours. Vous aimez sortir, danser avec des copains? Je sors très rarement. Pourquoi vous n'aimez pas sortir? J'ai jamais eu l'occasion de tellement sortir. Vous vous donnez l'impression d'être plutôt le genre solitaire. Oui. Vous n'avez pas une bande quand même, non? Non, j'en ai jamais eu. Je le regrette d'ailleurs. Donc vous êtes chrétienne? Oui. Vous croyez en Dieu? Oui. Vous pratiquez? Je pratiquais, maintenant j'ai plus le temps. Mais comme je trouvais que c'était une bonne habitude, je voulais la conserver. À cause d'Eddie Barclay qui m'avait emmené voir Fats Domino au Palais des Sports, et puis après il m'a dit on va pour les fiançailles du fils d'Albert Debarge. Alors moi je suis allé au piano à un moment, et puis j'ai chanté ma chanson Les Boutons Dorés, et en chantant je voyais une petite brune assise sur un canapé, très très mignonne, très jolie, et puis quand j'ai eu fini la chanson, je suis allé vers elle. Ben voilà un peu de champagne, alors elle me dit non, non, je bois de l'eau, alors j'ai bu le champagne à sa place. Et puis je lui ai dit écoutez, je ne vous connais pas. Et c'est Mademoiselle Ashton déjà? Non, pas. De plus en plus, tu vas en rencontrer. 2 millions de disques déjà vendus, sacrée vedette il y a quelques semaines à Paris, un petit jeune homme frêle part aujourd'hui à l'assaut de la province. Qu'est-ce qui fait chanter et danser ce nouveau Valentin le Désossé qui rêve de devenir le Sammy Davis français? Claude m'a demandé ce que je faisais, j'ai dit que j'étais régisseur, que j'avais plus de boulot là pour le moment. Et lui il m'a dit voilà, je cherche un bras droit. Si tu veux venir travailler avec moi, je te prends à l'essai et puis voilà. Et c'est comme ça que je suis rentré avec Claude François. D'abord Tiki, dont le rôle essentiel est de subir avec sang-froid les mouvements d'humeur de Claude. Puis le manager, Paul Lederman. C'est un mec, j'ai jamais vu un mec bosser comme ce mec. Que ça a été vraiment étonnant. Je me rappelle, par exemple, c'était un truc, il me demandait toujours de savoir
le nom de chaque... C'est-à-dire que tous les techniciens qui avaient... donc je prenais les noms et je me renseignais leur date de naissance. Alors je trichais toujours, quoi. Mais il me disait, il ne faut pas qu'il le sache. Alors je disais, tiens, mais tu n'es pas Lion? Ah non, 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 je suis du 24 juin. Ah, tu es Cancer? Ah oui, d'accord. Donc je notais et j'avais un cahier. Et donc toutes les fois qu'il y avait un anniversaire, j'envoyais un télégramme avec joyeux anniversaire Claude François. Je disais, c'est con, comme la lune. Hein. Et que des détails comme ça. Tu peux me montrer comment tu t'habilles? Tigui. Oui. Ma chemise, s'il te plaît. J'ai une chemise. Remarque, important, c'est dans le côté pratique. Pratique? Oui, dans le côté esthétique aussi. Enfin, si je suis blanc, je mets une chemise bleu ciel. Si on est brun, on met une chemise, je sais pas. Là, j'ai une patte. Alors ça, c'est le côté danse. Comme, par exemple, je saute, je fais un grand écart ou n'importe quoi. Automatiquement, la chemise sort et cette patte-là retient et remet la chemise dans le pantalon. Alors qu'au début, quand je pensais pas à ça, j'ai fait faire ça spécialement pour moi, pour mon système à moi. Il voulait tout le temps savoir ce que les gens pensaient. Alors il m'envoyait dans les bars autour des concerts et il voulait que je lui dise tout. Il me disait alors qu'est-ce que tu as entendu? Alors je disais ouais, les mecs, je dis il y a beaucoup de pères de famille qui sont là, qui amènent les gosses et tout, et qui disent ouais, on est venu voir ce PD de Claude François, mais les petits, ils vont nous gonfler toute l'année si on ne l'amène pas et tout. Et donc ça le minait, mais il notait tout ça. Donc c'est pour ça qu'après il a fait les Claudettes pour occuper les parents, pour occuper les pères. C'est-à-dire que tout était étudié. Tout ce qui n'était pas prévu, c'était infernal. C'est pour ça qu'il était complètement hystérique quand il y avait un truc qui se passait mal sur scène. Hein. Moi, je me rappelle la fois où on était à Abbeville et il saute et là, il tombe sur la scène. Il y avait un carré, c'était le carré du souffleur. C'est-à-dire qu'il y a un carré de parquet comme ça, ouais, et il est passé à travers. Donc, il y a 6 côtes qui ont clac, 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 quoi. Donc là, on ne pouvait pas le plâtrer. Alors là, c'était l'énervement total. On ne pouvait pas bouger, quoi. Ben, je me rappelle qu'à cette époque-là, il a fait venir le guitariste tous les jours et il a commencé à prendre la guitare. Et le guitariste me dit, il est fou, quoi. Il fait des septièmes diminués, des quintes augmentées. Et il avait un bout de bois et il tapait pour se faire les cornes. C'est un fou furieux, quoi. Un fou furieux de boulot. C'est pas parce qu'on est toutes des louloutes qu'on a toutes le même homme idéal. Bien, l'homme idéal, il est grand, blond, avec des yeux clairs, ou bien alors, ou même très brun, mais avec des yeux clairs. Bonne fête, Paulette. Je vais lui dire à ma femme. Bonne fête, Paulette. Et je lui donnerai mon bouquet. Elle a horreur des fleurs. Si justement, je déteste ma femme. Alors je vois pas pourquoi je lui aurais offert des chocolats. Paulette adore les chocolats. Et moi, j'aime pas Paulette. Il est intelligent. Il est cultivé. Et il est courageux. C'est-à-dire qu'il est viril, en fait. J'aimerais qu'elle soit belle, évidemment, mais j'aimerais aussi qu'elle soit plutôt intelligente que... Oui, pourquoi? Parce qu'il me semble que c'est mieux, c'est plus agréable d'avoir une femme, même un peu moins belle, mais intelligente, quoi. Il me semble que... Proposer simplement et assez directement une relation sexuelle fait partie d'un summum d'émancipation. Je considère que c'est une étape, mais que cette étape, il faut la franchir pour aller plus avant. Eh bien, cette étape n'a pas été encore franchie chez la femme. Je ne suis pas contre une liberté de rapport, mais je pense qu'il y a un charme que la femme a perdu. Au cinéma, les 2 films que j'ai préféré faire,
c'est Les Amants et Jules et Jim. Peut-être pas ceux que le public a préférés, mais moi, ceux que j'ai préféré faire. C'est tout le pari du film, c'est l'amitié entre ces deux hommes qui aiment la même femme, sera-t-elle plus forte que leur amour? Et aussi, l'autre question qui se pose, c'est une femme peut-elle aimer deux hommes à la fois? Viens, voyou, regarde. Ce qui est exceptionnel, ce sont les personnages, parce que, en général, les gens dans cette situation-là agissent avec beaucoup d'hypocrisie, ou en tout cas une espèce de lâcheté qui leur fait écarter les problèmes, tandis que ceux-là essaient de tout le temps de se justifier par une morale qu'ils inventent eux-mêmes, et qui est d'ailleurs trop exigeante, et qui échoue comme échouerait la morale bourgeoise. Comment êtes-vous venu à la chanson? Eh bien, tout à fait par hasard. J'ai un ami peintre qui inventait des chansons, et je les chantais comme ça, tout le temps. Et François Truffaut, une fois, m'a dit, mais il y en a une que j'aime beaucoup, et pourquoi est-ce qu'on ne la mettrait pas dans Jules et Jim, cette chanson? Et cette chanson, c'était Le Tourbillon. Voilà comment c'est. Jean-Paul Belmondo, 1m80, 72 kilos. C'est lui. Jean-Paul Belmondo, acteur, 30 ans, 25 films. C'est l'autre. Oui, ça fait mal la boxe. Ah, ça fait mal, oui. Le deuxième Belmondo, c'est le Belmondo, acteur. Est-ce que ça fait mal aussi? Ben, ça fait mal des fois, oui, mais autrement. Sacré bébelle, sacré vieux copain. À Menton, Gérard Horry met en scène Le Cornu, un film avec Michel Morgan, De Funès et Bourvil. La présence d'un autre acteur comique dans un même film ne vous gêne pas? Ah non, au contraire, ça épaule terriblement le film. Enfin, et puis nous sommes deux natures tellement différentes, on se complète très bien. J'adore faire rire. Et j'adore surtout avoir des grands partenaires, comme dans La cuisine au beurre avec Fernand Bell, et dans celui-ci, avec Louis de Funès. Ça, vous savez ce geste-là, ce que ça veut dire? Hein? Dites, regardez. Vous savez pas? C'est un ver de terre qui prend son virage. Tes jambes sont cheminées, oui, et ton buste pendule. Ça va être difficile pour faire les oui, deux. Il faut bien le décomposer. Je vais arriver à le faire. Faut le voir lentement, c'est ça. Je te fais le balancier. Et le balancier. C'est ça. Tic, tac, tic, tac, tac. Il y aura du feu dans ma cheminée? Pas de feu. Non, pas de feu. J'aime autant. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Voilà. Je te marque les secondes, tu veux? Oui, la petite aiguille. Je te marque la petite aiguille, c'est ça. Je fais le balancier d'un coup et la petite aiguille. Alors, essayez de voir. Voilà. Tic, tac, tic, tac. Michel va le prendre mal parce qu'il pense toujours que je suis plus âgé. Non, mais c'est vrai, quand j'étais gamin, je veux dire, Poiré-Serrault, on courait. On courait, c'était le duo comique par excellence qui était hors du commun, qui faisait des choses complètement folles à côté. Mais est-ce que vous savez, vous, qui est Poiret et qui est Serrault? Car le public s'y perd très souvent. Ah, ben Serrault, qu'est-ce que... Serrault, ben c'est celui qui a les moustaches. Oui. Serrault, c'est celui qui a les moustaches, et Poiret, c'est celui qui a les lunettes. Celui qui ne les a pas toujours, mais on le reconnaît comme ça. Quand il n'a pas ses lunettes, on ne sait plus qui c'est, bien entendu. Ben alors, tu sais que c'est une époque, pour nous, on était très, très, très occupés. Parce qu'on passait en général, on faisait deux boîtes, un musical, 2 boîtes ou 3 boîtes de nuit. On allait aux 10 heures, on allait chez Gilles, et on passait peut-être à l'Olympia ou enfin, on faisait beaucoup de choses. Et puis, on jouait quelquefois en plus une pièce. Et puis l'après-midi, tu crois qu'on était des feignants? Ah, tu me regardes. Qu'est-ce que vous... Oh ben, on dormait pas. On tournait. On tournait avec Raoul André. On tournait avec qui? Avec Dari, avec Roger Pierre, avec Jean-Marc, avec tous les copains de l'époque. Ah, si on m'avait dit quand j'étais gamin que je me retrouverais à tourner avec ce mec, ça fait rire, ça fait sourire. Et qu'en plus, il se trouve que ce personnage qui est Michel, qui est incroyable et qui vous parle de son quartier qui était le vôtre, parce que Michel, lui, donc, habitait près du métro Danube, où il y avait ce fameux cinéma et ses attractions. Et moi, j'étais, chez les Vauriens, j'étais à la porte du Pré-Saint-Gervais. Et d'un seul coup, il y a, c'est vrai que le clan se forme, c'est-à-dire sur le plateau, il y a les gens du Pré-Saint-Gervais qui, enfin, quand je dis du Pré-Saint-Gervais, la limite du Pré-Saint-Gervais, faut pas rêver. Du métro Pré-Saint-Gervais, après c'est la zone, n'est-ce pas? Donc des gens du 19e, et puis il y a les autres, il y a le reste du monde.
Paul Meurice, est-ce que le rôle du monocle est un rôle qui vous amuse? Il reste encore tout de même quelques metteurs en scène importants, le Chevronnet et les piliers du cinéma qui écrivent avec une plume d'or dans du marbre. Mais je pense qu'il est plus amusant d'écrire avec une plume plus légère et sur un matériau plus léger. On a fait une soirée dans les Tours d'Alven en Bretagne, là où on avait tourné, où on tournait pendant le tournage. Et Paul Meurice nous a chanté des chansons. Et il chantait des chansons grivoises, comiques. Et c'est un ancien clerc de notaire qui jouait des rôles sérieux. Mais sa nature profonde, c'était ça. Je crois que ça, quand on s'amuse bien dans une équipe, il y a une forme d'esprit, une forme d'humour, et puis ça, dans le fond, c'est profitable aussi. Alors on a fait le monocle noir en Bretagne, on a fait l'œil du monocle en Corse, et on a fait le monocle gris jaune à Hong Kong. Avant tout, le monocle est basé sur une action dramatique, et puis nous y mêlons, nous essayons d'y mêler un peu d'humour. Moi, je faisais des films pour travailler, pour gagner des sous. Je voulais dire que je n'avais aucune ambition, si ce n'est de faire bouffer ma famille. Mais elle a bien mangé. Oh la vache. Beaucoup. Non, ils ont pris des vacances formidables. Non, ça s'est très bien passé. Mais enfin, voilà. Jean-Luc Godard, c'est la première fois que vous tournez un film avec Bardot. Enfin, elle risque beaucoup dans l'affaire. Oui, mais je crois que un film, enfin, une œuvre d'art, c'est toujours une bataille et que s'il n'y a aucun danger, s'il n'y a aucun risque, un risque sur le plan esthétique, ça, c'est ce qui fait la valeur de la chose. À votre avis, a-t-elle fait beaucoup de bons films? Non, moi, je trouve qu'elle en a fait un, son Dieu créa la femme, qui est un très très bon film que j'aime beaucoup et celui-là sera son deuxième. Bon, je crois que je fais peur aux gens, puis les gens me font peur. Moi, j'ai peur de ce que je ne connais pas. Je finis par vivre dans un petit univers très petit et très rétréci. D'abord un gros plan sur tes hanches, puis un travelling panorama. Sur ta poitrine, un grand format. Voilà comment mon film commence. Souriant, je m'avance vers toi. Elle l'a connu après des années difficiles. Le triomphe, elle le remporta partout. Sa vie, si souvent étalée au grand jour, lui était-elle devenue impossible? 1000 fois plus impossible que l'amour qu'elle rechercha en vain. La gloire, avait dit un jour Marilyn Monroe, c'est bon, mais pas tous les jours. 1m80, des biceps plein les manches. Je grève l'écran de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras. Le lit arrive en avalanche. Johnny, le copain, l'idole, est en Camargue en ce moment, où il partage la vedette d'un film fait pour lui avec une copine, sa copine, Sylvie Vartan. En ce moment, vous tournez un film. Oui. Quel est son titre? D'où viens-tu, Johnny? Il a été écrit pour vous, non? En partie, oui. En partie. Oui. Johnny me dit, ce soir, on est à Castelnaudary, à l'Hôtel de France. Et il me dit, il y a un metteur en scène qui vient, qui paraît-il est très connu, mais je ne me souviens plus de son nom. Et puis je vois arriver un homme avec des cheveux blancs, un peu, qui ressemblait un peu à Léo Ferré, et très très gentil, et il nous serre la main, et on s'assoit. Johnny Stark dit évidemment à Johnny, je te présente Monsieur Abel Gans, et Johnny se penche vers moi, et il me dit, mais qui c'est? Alors je lui dis, c'est Abel Gans, le grand metteur en scène, Abel Gans, et j'ajoute, je lui dis, c'est lui qui a fait Napoléon. Et Johnny prend un temps et me dit, tu crois qu'il l'a connu? Pour moi la vie va commencer en revenant dans ce pays, là où le soleil et le vent, là où mes amis, mes parents avaient gardé mon cœur d'enfant. On m'avait fait lire la scène, si tu veux, où il fallait la chanson. Alors on appelle la directrice de l'hôtel. Et puis elle dit, oui, mais j'ai un piano, mais comme il y a le salon du cuir en ce moment, toutes mes chambres sont occupées. Et c'est épouvantable parce que il était déjà 1h du matin, là. Et tous mes clients vont s'en aller en criant, non, 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 vous ne pouvez pas jouer du piano.
tout d'un coup, Johnny me dit, mais moi j'ai une idée, je vais aller chercher les serviettes de bain dans ma chambre. Et on a mis toutes les serviettes, les machins dans le piano. Et puis Ray Ventura, lui, a pris le menu tu sais, il y avait le menu des trucs, c'est surtout des cassoulets, je me souviens. C'était 3 sortes de cassoulets différentes. Et avec une pointe bic, je lui ai dit, Raymond, allez-y, je vais faire la chanson, parce qu'il n'y avait plus le choix. Puis alors j'ai commencé à taper comme ça. Tan, 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 tan. La vie va commencer. Et sous le ciel de ce pays, sans jamais connaître l'ennui, les années passeront sans bruit entre le ciel et mes amis. Vous accepteriez d'obtenir un rôle au théâtre? Je n'ai pas de prétentieux, alors je dirais que tout de suite, je ne serais pas capable de le faire. Mais certainement, après avoir fait 2-3 films où j'aurais plus l'habitude de la comédie, oui. C'est-à-dire au retour de mon service militaire. Vous partez quand? Je pars, ce sera au mois de mai, mars ou mai. L'année prochaine. C'est un fameux 3 mâts, fin comme un oiseau, Iceo, Santillano, 18 nœuds, 400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague, tiens bon le vent, Iceo, Santillano, si Dieu veut que je roide devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Gosse de riche, élevé dans la pauvreté, j'ai eu les deux avantages ou les deux inconvénients. Et lorsque je vais être plongé dans les chasseurs alpins au 27e BCA d'Annecy, je rencontre des gens de toute catégorie sociale. C'était la première fois que je me mettais nu devant d'autres garçons, parce que j'avais toujours été élevé avec beaucoup de pudeur. Tout d'un coup, avec le sport, etc. Et plein de choses manuelles que je ne savais pas faire. Non, moi, le service militaire m'a beaucoup apporté sur le plan humain. Je regrette d'ailleurs qu'on ait abandonné le service militaire, parce que je trouve que c'était absolument prodigieux pour des mômes qui, comme ça, comme moi en tout cas, avaient toujours été protégés par un cocon familial dans un milieu particulier. Tout à coup, là, c'est la première fois de ma vie que je voyais des gens normaux. Parce qu'on est tous en kaki, tous pareils. En ce moment, on parle de service civil. Je pense que ça sera vraiment une très très bonne chose. Enfin, dans la mesure où on aura au moins l'impression, pendant 2 ans, d'être utile à quelque chose. Et puis, de toute façon, il y a la longueur, le service militaire. 28 mois, maintenant, c'est énorme. Je suis revenu de l'armée récemment, là. Alors, c'est ce que je m'étais dit à l'armée. Pendant que j'y pensais, je disais, je vais rentrer, je vais travailler, je vais faire un tas de trucs, quoi. Puis en rentrant, c'est vrai, on retrouve les amis, tout ça, on pense moins à travailler, on pense déjà plus à s'amuser. On a besoin, quoi, une fois qu'on a fini l'armée, on a besoin de se libérer un bon coup. Vous vous intéressiez un peu à la chose politique autour? Obligatoirement. Pourquoi vous dites obligatoirement? À cause de la guerre d'Algérie? À cause de l'âge, et enfin, surtout moi, qui avait quand même, quand ça a commencé cette histoire, j'avais 19 ans. Ouais. Et donc je savais que si la guerre d'Algérie continuait, j'étais bon pour la guerre d'Algérie, pour partir, donc, être appelé à 20 ans. Et j'étais pas fier, comme tous les mômes de mon âge. Et j'étais vraiment pas gaulliste, quoi, du coup. Toujours pas, d'ailleurs. Vous avez des copains qui ont fait le long séjour pendant la guerre d'Algérie, le long séjour de militaire? En Algérie? Oui. Plein. Et moi, je suis resté avec les poitrinaires, les bancos, je me suis retrouvé à être barman au foyer de la caserne Mortier, Porte des Lilas, pendant 4 mois. Pas très marrant. Et chaque fois qu'on élevait, vous n'êtes pas content? On vous envoie en Algérie. Bon. Et bon, c'était des événements très très durs à vivre. J'ai des copains qui ont été estropiés, d'autres qui ont été tués pour une cause. Paris a vécu aussi des heures dramatiques en ce début de février qui déjà, il y a 28 ans, lui avait été néfaste. Au mouvement de protestation anti-OAS répondait une recrudescence d'attentats au plastique. Au cours de la nuit du 8 au 9 février, une nouvelle série de plastiquages allait encore alourdir l'atmosphère de la capitale qui venait d'être secouée par de graves incidents. Dans la soirée du 8, en effet, les manifestants répondant à l'appel de divers mouvements syndicaux et politiques avaient tenté de se rassembler place de la Bastille en dépit de l'interdiction gouvernementale. Les heurts entre les divers cortèges et les forces du service d'ordre furent particulièrement violents.
total, 260 blessés dans les deux camps. Tragique bilan d'une flambée de violence. Au lendemain de la tempête, et tandis qu'une grève générale paralysait Paris, une foule immense, évaluée à 200 000 personnes, a assisté dans le recueillement aux obsèques des victimes de la soirée tragique du 8 février. C'est le Parti communiste qui, quelques jours plus tôt, avait organisé la manifestation pour condamner les attentats de l'OAS. Mais ce jour-là, c'est toute la population qui suit les obsèques des 9 victimes, car l'émotion est alors considérable. En fait, les forces de l'ordre avaient chargé très violemment les manifestants, précipitant plusieurs d'entre eux dans les escaliers de la station de métro Charonne, dont les grilles avaient été fermées. Et c'est là que les 9 manifestants avaient péri. Le préfet de police d'alors s'appelait Maurice Papin. Ce drame sera le point culminant de la crise à Paris et des retombées du dossier algérien et des actions de l'OAS, dont les conséquences sont multiples, grandes et petites. Oui, alors là, on a souffert, parce que pendant la guerre de l'Algérie, quand même, les gens sortaient beaucoup moins. Alors nous étions à la Gaîté Lyrique, avec Loulou, avec Mariano. Donc on avait quelques problèmes, parce que ça éclatait de temps en temps, hein, ça explosait dans les coins. Donc on n'était pas toujours à la fête. Hein. Pendant 12 jours à Évian, les mêmes scènes, les mêmes gestes se sont reproduits avec l'automatisme d'un rituel. Jusqu'à cet après-midi du 18 mars 1962, où la délégation française présidée par M. Louis Jox put dire « mission accomplie ». Et le lundi 19 mars, à l'heure H, la France, grave et calme, a revécu ces 7 années lourdes de divisions et de drames de conscience, ces 7 années qui ont changé tant de choses dans son histoire. J'ai jamais eu la chance de rencontrer le général de Gaulle. D'un autre côté, j'ai de l'admiration pour cet homme, hein, merveilleux, mais on l'a pas tellement aimé pour l'Algérie et on n'a pas tellement adoré tout ce qu'il a fait parce qu'au départ, il avait une certaine stratégie c'était d'abord nous, les pieds noirs, qui l'avons mis au pouvoir. Hein. Puis après, il n'a pas tenu sa parole de Dunkerque à Tamanrasset, ça je pardonnerai pas. Nous avons surpris, en pleine action civique, Marie-Josée Nat, Nicole Courcelles, Jean Marais. Henri Tizot, lui, est resté perplexe jusqu'au seuil de l'isoloir. Mais son talent d'imitateur est si grand que nous ne pouvons pas imaginer qu'il n'ait pas voté comme qui vous savez. Et enfin, le général de Gaulle, qui devait rassembler autour de son oui plus de 13 millions d'échos favorables. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Au début, ça se passait plus ou moins bien, quand je chantais, puis plus on descendait vers le sud, plus il y avait des pieds noirs, et plus je faisais du succès. Et l'apothéose, ça a été à Toulouse. J'ai longtemps regardé ces yeux bleus qui fuyaient, la mer les a noyés dans le flot du regret. Le flot ininterrompu des rapatriés qui s'écoule entre l'Algérie et la France par voie maritime ou aérienne a atteint la cadence de 8000 retours quotidiens, chiffre officiel. Et en ce moment, je suis dans la rue. On nous reçoit très bien partout. Mais qu'est-ce que vous voulez, on a tout laissé. Certes, de nouvelles dispositions ont été prises par le gouvernement pour le transport, l'accueil et le logement des rapatriés. Mais l'ampleur de ce drame matériel et moral exige des solutions à sa mesure. J'allais le long des rues, comme un enfant perdu. J'étais seul, j'avais froid. Toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras. Je ne la reverrai pas, la fille qui m'a souri. Elle s'est seulement retournée, voilà. Mais dans ses yeux, j'ai compris. Elle est finie,
l'histoire, elle est finie. Tu peux me croire. J'étais en train de grandir. Ma vie adulte a vraiment commencé en France. L'amour menteur, adieu. Tu peux prier, y a rien à faire. Je suis venue à Paris parce qu'on m'avait téléphoné. Je ne parlais pas un mot de français à cette époque. Et je ne voulais pas venir en France parce que... Bon, j'ai passé quelques vacances en France et j'ai trouvé ça joli dans le midi, le soleil, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup d'ail dans la nourriture. Enfin, non, vraiment, ça sentait un peu bizarre et j'ai trouvé les toilettes un peu... Et non, sérieusement, c'était trop foreign, c'était trop étrange. Le club 59 dans l'East End à Londres est un club de jeunes animé par des clergymen. La princesse Margaret est venue écouter les Shadows. Lord Snowdon accompagnait bien sûr sa femme et ensemble ils ont scandé des airs très en vogue aussi outre-Manche. Et Tony ont passé une très agréable soirée en compagnie de 700 adolescents enthousiastes. Il fut une époque où l'Angleterre était surnommée la prude d'Albion. Les temps sont changés. Aujourd'hui, dans Londres, ce ne sont pas les impeccables élèves du collège d'Eton qui se font remarquer, ce sont des Césars et des Cléopâtres en sciure de bois, pour reprendre la définition imagée d'un magistrat britannique. Mais cette jeunesse très spéciale n'est pas rassemblée sous une bannière unique. Il y a d'un côté les modes, les modernes tandis groupés sous le signe du scooter, de l'autre les rockers, fidèles attardés du blouson noir et des motos pétaradantes de l'équipé sauvage. Oui, je pense que c'est le mouvement des années 60, je ne sais pas si ça a commencé en Angleterre, mais on avait beaucoup d'influence sur le monde. Pour passer une bonne soirée entre copains, vous prenez un George Beatle bien frais, quelques fans Beatles non plumés, un zeste de John Beatle, des pions mais pas trop, corsé d'un soupçon de Ringo Beatle, lié avec un tas de copains Beatles, saupoudré d'un rien de Paul Beatle, agité soigneusement. Oh non, surtout pas de coiffeur. Si vous suivez ces instructions à la lettre, et si vous avez chez vous des fauteuils solides, vous obtiendrez une soirée Beatle presque aussi folle que celle d'outre-Manche, et en tout cas furieusement réussie. Les Beatles, c'était... J'étais très heureuse que ça marchait partout et en France aussi, parce que c'était vraiment la musique américaine filtrée par Liverpool et qui est sortie comme ça merveilleusement bien. Et j'étais fière. Très fière. Et à propos, les copains, les Beatles sont à Paris, vous savez? Alors en fait, ce sont ces quelques jours à l'Olympia qui ont déclenché en France la Beatlemania. Au fur et à mesure des 5 jours de spectacle, l'ordre du programme a sérieusement changé et le fameux fronton de l'Olympia a tourné au casse-tête. Car au départ, il y avait Trini Lopez qui faisait danser toutes les discothèques de France et de Navarre. Aznavour venait d'écrire à Vartan sa première grande chanson, La plus belle pour aller danser. Et puis il y avait un groupe anglais qui devait passer en levée de rideau, un truc au nom bizarre, les Beatles. On disait même qu'il y avait un jeu de mots dans Beatles. En fait, il n'y a pas eu de bataille d'Hernani du tout, et au soir du 5e jour, Trini Lopez était toujours aussi sympathique, Sylvie Vartan était toujours aussi ravissante, et les Beatles, eh bien, ils étaient carrément phénoménaux et définitivement en haut de l'affiche.
Mademoiselle, quel est le genre de chanson qui plaît le mieux aux jeunes acheteurs de drugstore? Eh bien, les chansons en anglais, principalement, et notamment les Animals, en ce moment, qui ont beaucoup de succès, et les Beatles. Moi, j'aime beaucoup les Beatles. Quels sont Les Rolling Stones. Non, c'est déjà vieux, les Rolling Stones. Ils ne sont jamais venus en Ça France. fait déjà 3 mois, quand même. Mais vous comprenez l'anglais? Moyennement. Et vous préférez tout de même des chansons étrangères? Oui, je préfère. C'est pas important, donc, les paroles? Non, pas trop, je crois pas. Non. Alors, que recherchez-vous tout d'abord dans une chanson? La mélodie, le rythme. Moi, j'ai vu quand même des salles entières répéter des phrases d'anglais qui veulent rien dire par des mecs qui savaient pas ce qu'ils disaient. C'était formidable. I got a pink Daily Roo, ça veut dire I got a pink Daily Roo, I got a pink Daily Roo, I got a pink Daily Roo. Et je me rappelle avec Mick Jones, qui était le guitariste de Johnny, qui était anglais, on a cherché par tous les moyens, enfin lui a cherché tous les moyens que je pouvais, parce que j'avais écouté ça sur un disque. Donc c'est ce que moi j'entendais. Mais de savoir ce que ça voulait dire, alors on appelait ça, c'était le yaourt ou du Suisse glé. Parce que c'est... Comment il s'appelait? C'était un chanteur suisse qui était souvent avec nous et tout au golf et tout ça, et qui, lui, était un grand spécialiste du yaourt. Et donc, on disait qu'il chantait un Suisse glé. Et yaourt, c'est vous qui avez employé ce mot-là? Ah oui, mais moi c'était du lavabo. Après ça s'est transformé en yaourt, mais c'est du lavabo. Il y a une polémique là-dessus. Eh oui, énorme. 90% des groupes au début des années 60, quand ils chantaient en anglais, à l'exception de Dick Rivers, chantaient en lavabo. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, avec mon copain Alain Lapierre, quand on voulait chanter sur King Creole, lui il faisait « And the pata pata King Creole ». Pourquoi pata pata? Il entendait pata pata. Elvis ne disait pas pata pata. C'est-à-dire qu'à l'époque, les chansons américaines éditées en France, s'il n'y avait pas un texte français, les droits repartaient directement aux États-Unis. Alors que s'il y avait un texte français, même si c'était pas enregistré, mais édité, une partie des droits restait en France. Donc des tas de gens écrivaient n'importe quoi sur n'importe quelle chanson américaine. Et le fameux Rip It Up de Little Richard était devenu Vas-y donc. C'était intéressant d'ailleurs. Oh vas-y donc, oh vieux canasson. Je dis ça, je peux le faire. Au tout début, quand j'ai passé mon audition au Studio H, donc qui étaient les studios qui appartenaient à la maison de disques Barclay, il y avait notre ami Eddie Barclay qui était là avec toute la presse, photographe, il y avait un big band, il y avait Jean Fernandez qui allait devenir mon directeur artistique, qui avait dans les bras un splendide chimpanzé qui s'appelait Hubert de Beaumanière. Dalida a chanté les Corsaires, tandis que le chimpanzé Hubert de Beaumanière faisait son entrée dans le monde. C'est un beaucoup médiatique, ils avaient décidé de le faire chanter. Et ils n'y sont pas parvenus. Donc, pour, disons, un petit peu citer Robert Mitchum, qui lui disait ça de Rintintin, ce grand acteur chien qui nous a tant fait rire, je me suis dit, c'est vrai que ce qu'un singe n'arrive pas à faire, un homme doit y parvenir, et j'ai donc fait chanter. On casse tout pour Gilbert Bécaud, on casse tout pour Sidney Bechet et Petite Fleur, et on casse tout pour Lionel Hampton. Donc, simplement, tout le monde voulait tout casser. Donc là, rock'n'roll, on casse tout, place de la Nation, ça fait la une de tous les journaux. Évidemment, tous les mômes ont envie de ça. Si on casse des trucs et qu'il y a des mecs qui se tortillent sur scène, ça peut être que bien. En fait, se tortiller,
place de la Nation se déroule le premier grand rassemblement musical, on pourrait dire le premier festival. Daniel Philippaki et Europe 1 ont donné rendez-vous aux adolescents pour fêter ensemble le premier anniversaire du journal Salut les copains. Ils seront 150 000, c'est énorme. Il y a de la bousculade, de la voiture cabossée, le général de Gaulle s'émeut, le bourgeois s'inquiète et son journal avec lui. Et donc il y a un papier intitulé « Comme un vol de sauterelle » qui traite de cette fameuse manifestation Place de la Nation en 1963. Et là, vous avez allumé sec, comme on dirait aujourd'hui. Officiant dans un quotidien placé sous le signe du sabre et des goupillons, respectueux de l'ordre établi, j'y étais allé de ma leçon de morale, mais j'ai eu la curiosité de relire ce papier, et j'ai vu que je faisais une proposition intéressante qui, par la suite, plusieurs décennies plus tard, devait être suivi des faits, qui étaient d'organiser ces grands-messes de la musique, de la chanson, de la variété, en dehors des agglomérations, et en quelque sorte, sans pouvoir inventer le mot, je proposais de faire des rêves parties dans des campagnes où c'était moins risqué. Et le concert de la Nation, c'était le premier podium d'Europe numéro 1 de la Nation. Il y avait juste une annonce sur Europe 1 pendant Salut les copains, et il n'y a pas eu de problème, à part un mec qui est tombé d'un arbre et un autre qui était sur, il y en avait qui étaient sur les, comment ça s'appelle, des devantures, des bistrots, là, ça s'est écroulé un peu. Enfin, il n'y a pas eu de drame. Il fallait fendre la foule on venait avec un quart de police, on était dedans. Sylvie et Johnny, qui étaient dans ce quart-là, quoi. Mais il y avait tout ce que la France comptait de chanteurs qui étaient là, hein. Et c'est à mon avis d'ailleurs, ce qui a vraiment démarré les années 60, c'est ce que Edgar Morin, du haut de sa hauteur d'intellectuel un peu méprisant, a appelé ça yéyé, expression que je déteste par-dessus tout, parce que ça prouve une espèce de peur de l'autre, bon, de celui d'après, là. Ça démarre au concert de la Nation, pour moi, les années 60, et ça finit en 68, quand Jean-Yann dit « Il est interdit d'interdire à Europe numéro 1 ». Et maintenant, amis routiers, un peu de musique. Nous allons écouter le premier mouvement du quatuor numéro 6 en si bémol majeur opus 18 de Ludwig van Beethoven. Tu diras ce que tu voudras, Fredo, mais dans cet allegro de Beethoven, on sent encore vachement l'influence de Mozart. Hein. Faut dire que c'est la période charnière de l'évolution beethovenienne. Je suis d'accord avec toi, mais c'est plus sensible dans l'allegro que dans l'adagio. Hein, c'est en filigrane, quoi. Par le fait, c'est sa deuxième manière à Beethoven. Mais les ouvriers, eux, à quoi pensent-ils? Les employés, les techniciens? Pour le savoir, nous nous sommes tout d'abord rendus au foyer des jeunes travailleurs de Châtillon-sous-Bagneux. Je travaille parce que c'est nécessaire de travailler. On appartient à une société. Il faut bien qu'on ait notre part aussi dans la société. Mais ce que je voudrais, voyez-vous, c'est que tout le monde soit heureux. Tout le monde ait un peu la même place dans la société. J'essaie de faire, moi, de mon côté, en sorte que cela arrive. Que cela arrive. Et alors, c'est pour cela, je suppose, que vous occupez de syndicats. Eh bien, c'est surtout depuis le retour du service militaire, quoi. J'ai pensé qu'il était anormal de rester inactif dans son milieu alors qu'il y a le syndicat qui est là et que nous, on a notre place à prendre dedans. Un beau jour, je foutrai le camp de ma chambrette. J'irai loin, oui très loin, sac au dos. Tout là-bas, à l'autre bout de la planète, où il n'y a pas de mur, pas de fenêtre, pas de rideau. D'un bout à l'autre des bassins miniers, les trains sont demeurés immobiles et les roues des fosses n'ont pas repris leur mouvement sinon pour les services de sécurité. Et malgré les paroles apaisantes du Premier ministre, la situation au 11e jour de la grève n'avait pas évolué. Le syndicalisme, la politique, tels sont les sujets de discussion favoris des étudiants. Sans doute ce sérieux le doivent-ils aux difficultés de leur vie quotidienne, car être étudiant est devenu un dur métier. La Sorbonne doit être aux étudiants, elle ne peut être qu'aux étudiants. Décidés à agir pour obtenir de meilleures conditions de travail, davantage de locaux et de maîtres, les étudiants en grève pour une semaine se sont heurtés à Paris aux forces de police. Entre les étudiants piqués au vif par l'interdiction de leur manifestation et les forces de police chargées de faire respecter la mesure, les heurts furent nombreux et souvent brutaux.
Bilan de cette journée, plus de 300 jeunes gens appréhendés, plusieurs blessés, ainsi qu'un certain nombre de gardiens de la paix. C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin. C'est le tango des bons pères qui surveillent l'œil sévère, les Jules et les Prospères qui seront la France de demain. Rosa, rosa, rosam, rose, rose, rosa, rose, rose, rosas, rosarum, rosis, rosis. Vous avez 26 ans et vous êtes en seconde année de médecine. Est-ce que votre vie d'étudiant vous pose des problèmes matériels? Eh bien, je vis dans une chambre de bonne. Cette chambre m'a été cédée par un dentiste, gracieusement, en échange de quelques gardes de ses gosses. Je fais une garde d'infirmerie d'usine de 5h30 à 11h30 du soir. Je fais en plus une garde d'hôtel le samedi, de 8h du soir à 8h du matin le dimanche. Ce qui domine ma vie, donc, ce sont d'abord ce travail qui me permet de vivre, mais qui présente, entre autres intérêts, celui de me mettre directement en rapport avec un monde que je ne connaissais pas du tout avant, que peu d'étudiants connaissent, qui est le monde ouvrier. Ce qui est navrant, c'est que le milieu étudiant est très très coupé des autres milieux, je crois. Quand un garçon dans la rue rencontre un de ses copains, on lui siffle un petit air qu'il connaît plus ou moins bien pour l'appeler. Il entend un truc qu'ils ont mis au point, le sifflet des copains. Le sifflet des copains. Ces jeunes s'ennuient et résultat, on les voit au milieu des blocs se promener dès qu'ils ont un peu de moment libre, se promener sur leur mobilette et errer comme ça à la grande frayeur de la population. Quelles sont vos distractions dans un grand ensemble comme celui-ci à Épinay? Cinéma, maison de jeunes, elle est pas terrible, mais à part le club là, mais il y en a pas beaucoup qui y vont, et c'est tout je crois. Vous êtes en bande là, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en bande? On se promène, Vous faites des bêtises? Non, rarement. Rarement. Quelle sorte de bêtises vous faites? Oh, que les gens ils se plaignent parce qu'on fait du bruit avec les mobylettes. On n'a rien à faire. Vous restez jamais avec vos parents le soir? Oh, c'est pas intéressant, ça décroule loin. Non, on s'accorde pas, c'est pas pareil, on n'a pas les mêmes idées alors. Par exemple, qu'est-ce que tu as comme idée que n'a pas ton père? Bah je sais pas, moi, quand je dis j'aurais bien passé mon permis, un truc comme ça, il me dit non, t'es encore trop jeune, moi à ton âge j'avais pas de voiture, je faisais la guerre, des trucs comme ça alors. Si tu n'as point fini tes leçons, ça fera du bruit à la maison. Tes devoirs sont très mauvais, tu sais, il te faut les recommencer. Petit Gonzalez, je t'en prie, retiens. Petit Gonzalez, pourquoi donc t'en vas-tu si loin? Parce que j'ai rendez-vous avec la belle. En définitive, comme personne ne résout le problème de leurs loisirs au niveau où ils le souhaitent, les jeunes essaient de les organiser comme ils peuvent, et en l'occurrence, ils les organisent dans la cave. Et c'est là qu'ils se réunissent le samedi, le dimanche, pour danser, car comme ils organisent eux-mêmes leurs loisirs, ils les organisent selon leurs désirs. Il n'est pas question, bien entendu, de loisirs intellectuels. Alors ils sont là, ils dansent. Mais quand ils prennent une initiative, c'est à ce seul niveau. Exactement. Baby, qu'un jour je te pardonne tous les embêtements que tu m'occasionnes. N'oublie plus maintenant de prévenir ta bonne. Quand il y aura une bouche et qu'il y a le plus qui veut faire encore mieux. Ou si tu veux vraiment que je sois très content, laisse tomber ce bon John. Allez, allez, laisse tomber ce bon John. Laisse tomber ce bon John. Et je vous dis que j'aime pas le rock. Ah non, j'aime pas le rock. Alors je déteste le rock. J'ai horreur du rock. Je hais le rock. J'abomine le rock. Je maudis le rock. J'aborde le rock, je méprise le rock, je déteste le rock. Le rock est haïssable, le rock est détestable, le rock est exécrable, le rock est lamentable, le rock est déplorable, le rock est méprisable, le rock est imbuvable, le rock est effroyable.
Oh mince, il aime pas le rock. Dans le prochain Graffiti, entre les États-Unis et le Vietnam, c'est désormais vraiment une guerre. Et à la cruauté du terrain s'ajoutent pour les États-Unis des bannières étoilées que l'on enflamme à travers le monde. Et puis aussi la musique qui chante et appelle la paix. Je crois que tous, ils veulent la paix. Nous voulons tous la paix. Hervé Villard appartient à la deuxième vague des chanteurs yéyés. Avec Christophe et sa chanson Alors, comment il a trouvé l'idée de Capri c'est fini dans le métro? Capri c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Le chacha chaud dépoussière la télé d'achetant des têtes de bois. Sacha Distel et Jean-Yann pratiquent l'humour à l'anglaise et le show à l'américaine. Ça, c'en est encore un qui n'a pas compris que la télévision devait être culturelle, voyez-vous. C'était il y a 40 ans seulement, et ce sera dans le prochain Graffiti. Dans le sud des États-Unis, il y avait des hôtels pour les Blancs et des hôtels pour les Noirs, des bus pour les Blancs et des bus pour les Noirs. Cela s'appelait la ségrégation. Antoine décale la chanson yéyé et lucubre avec ses musiciens les problèmes. Moi qui avais déjà tant d'ennuis, les problèmes se mettent à m'ancrer. Avec leurs cheveux longs, on dirait des filles, ils me font rire. Ces musiciens les problèmes qui deviendront les Charlots. Chauffe Marcel. Ouais, solo, chauffe Marcel. Prévenir, c'est ne pas laisser s'accumuler les choses. Alors Saint-Hubert a créé Saint-Hubert Oméga 3. Riche en Oméga 3, qui chaque jour participe au bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Saint-Hubert Oméga 3, c'est dans sa nature de nous faire du bien. On m'appelle Descrasse, le spécialiste des sales besognes. Je travaille au pistolet pour liquider la crasse tenace. Je vaporise. Je pulvérise. Là où je passe, je décrasse. En un mot, efficace. Avec des crasses, la crasse trépasse. Les vêtements synthétiques peuvent laisser une sensation d'humidité désagréable sous les bras. Avec Dove déodorant, plus de transpiration. Vous restez fraîche et sec, même dans vos vêtements synthétiques. Oh, vous vous souvenez, c'était moi avant mon régime. Aujourd'hui, mon secret pour rester mince, je vous vois d'ici, elle se prive, régime. Pas du tout. Moi, c'est fromage à chaque repas avec Brie Delight. 5% de matière grasse, y a pas plus léger. Et c'est un pur plaisir. Brie Delight, allez-y, c'est permis. Appelez nos diététiciennes Brie Delight au 3223, elles sont géniales. Le numérique, c'est vraiment bien. Prendre des photos, c'est devenu si facile. Mais il nous manque l'essentiel. Les photos.